Donc Vincent Cespedes est philosophe, essayiste, sans doute le connaissez-vous, sans doute l'avez-vous lu ou l'avez-vous vu à la télévision ou entendu à la radio. Si l'on définit l'éducation à la manière de Durkheim comme l'action exercée par les générations adultes sur celles qui ne sont pas encore mûres pour la vie sociale, l'éducation a donc pour objet de susciter et de développer chez l'enfant un certain nombre d'états physiques, intellectuels et moraux que réclament de lui et la société politique dans son ensemble et le milieu spécial auquel il est particulièrement destiné. L'éducation, dont la fonction essentielle est la transmission, serait aussi la condition sine qua non de la reproduction et de la pérennité de la vie sociale, autrement dit de la société. Dans cette époque que Vincent Cespedes a nommée cybermodernité, la situation de crise se caractériserait par une crise de la transmission qui, jusqu'alors, n'a peut-être jamais été aussi grave et aussi profonde. Vous estimez plus particulièrement que l'emprise numérique est un obstacle majeur à une autre dimension de l'éducation, celle de l'émancipation. La cybermodernité, qui se traduirait par une colonisation de la vie sociale et surtout de la vie individuelle, serait-elle incompatible avec une éducation à la citoyenneté qui, à terme, pourrait atteindre la démocratie elle-même? Le titre de votre intervention est « Le devoir de liberté, éducation et puissance citoyenne ». On y repère sans doute un oxymore dans le devoir de liberté. Faut-il donc forcer l'homme à être libre? Merci. Merci à vous. Alors, je suis ravi d'être avec vous. Milieu ouvert. C'est le gratin. C'était le gratin. Ça sent l'Indre-et-Loire, là. Grande cause du quinquennat, moins 30%. Boum. Tout ça pour vous dire, pour commencer, que le pouvoir d'agir n'est pas psychologique. Le pouvoir d'agir est politique. Et toute mon intervention va consister à modestement essayer d'avancer l'idée qu'on ne veut pas de cette dimension politique pour toucher les plus vulnérables, pour aider les plus faibles. On ne veut pas de politisation. Voilà pourquoi je parle de puissance citoyenne, d'éducation citoyenne. Et nous allons commencer, en philosophie, on commence toujours par un texte dont l'auteur a été qualifié de producteur de travail sociologique par M. Macron. Aucune empathie. L'empathie va en être question. Des études nous montrent que l'empathie commence très tôt, dès la crèche, avant même l'école. Des enfants très jeunes, de 3 ans, dans une étude, vont avoir tendance à privilégier la personne dominante par rapport au subordonné. Si A commande B, à 3 ans, on sait que A va avoir plus de ressources que B. Le sens politique commence là. Et à 3 ans, on favorise le dominant parce qu'on est très dépendant. À 4 ans, on le favorise aussi. On lui donne plus de chocolat que l'autre, que le subordonné. À 5 ans, ça s'équilibre. Seuls 46% des enfants donnent le gros chocolat au dominant. Et puis à 8 ans, 93% des enfants donnent le gros chocolat au subordonné et le petit chocolat au dominant. Réparation des injustices. Il souffre, je vais l'aider. Le sens politique commence très tôt. Et la question du pouvoir d'agir, c'est à quoi ça sert? À quoi sert le pouvoir d'agir? C'est bien joli d'avoir du pouvoir d'agir, mais pour en faire quoi? Et ma réponse, c'est qu'on a un devoir et qu'il faut du pouvoir d'agir pour accomplir ce devoir, le devoir de liberté. Prenez-le tout le temps de mon intervention dans les deux sens. Le devoir de liberté, c'est le devoir de libérer ceux pour qui ça va être dur d'être libre. Et le devoir de liberté, c'est aussi de se libérer soi-même. Plus l'acuité émotionnelle augmente, plus on peut réparer les injustices, plus on développe son sens politique, et ça commence très tôt, vous le savez. Mais si tout est hiérarchique,
Si tout est relation de pouvoir, ça risque d'être compliqué. L'école t'apprend seulement l'individualisme. Et ça va être compliqué d'agir tout seul, d'agir reclus dans sa solitude, d'agir sans liens sociaux. Aristote définissait l'être humain comme un animal politique, zoon politikon. Ça ne veut pas dire qu'il doit être encarté, ça veut simplement dire qu'on est fait pour vivre en communauté, en troupeau, diraient certaines pensées philosophiques un peu non démocratiques. On t'apprend comment faire de l'argent, pas des amis. Regardez l'opposition, elle est très belle. L'argent qui va venir casser l'amitié. L'amitié, comprenez l'entraide, comprenez le parler franc, les grands coups de gueule, la vérité, loin des hypocrisies, loin des masques sociaux. L'amitié qui est capable non seulement d'entraide, mais qui est capable de se protéger les uns les autres. L'amitié qui donne du sens à la vie. C'est tout ça, le pouvoir d'agir également. Donner les moyens de tout ça. Et l'argent, qui va renforcer l'individualisme, va casser tout ça. On ne sait pas gérer nos émotions, donc on les cache. Il va être beaucoup question d'émotions dans cette intervention, puisqu'il va être beaucoup question d'amitié, et je n'ai pas peur de le dire, d'amour. Mais on les cache. Dans un monde de compétition, dans un monde de lutte des égos, on cache nos émotions et on gâche nos relations. Nous nous retrouvons tout seuls, et plus nous sommes démunis, plus nous sommes défavorisés, plus nous sommes dans les cases du non-productivisme, plus nous sommes décriés, mis de côté, et plus les budgets baissent. Comprenez bien que vous êtes des agents politiques, en première ligne. La crise du Covid nous l'a rappelé. Vous êtes en première ligne. Et cette conscience politique est absolument essentielle pour chaque jour, dans la difficulté, dans la douleur, en mettant ses bottes, en allant sur la ligne de front, avoir du sens dans ce qu'on fait, même si la société peut être contre nous, même si la société lutte contre cette amitié possible, lutte contre ces témoignages magnifiques qu'on vient de recevoir. Bon, vous connaissez bien l'auteur de ces lignes. Voilà, je le remets, voilà, grand philosophe devant l'éternel. Voilà, Orelsan, l'odeur de l'essence, sociologue pour Emmanuel Macron. Vous pouvez l'applaudir et écouter ce titre, il est intéressant. Le devoir de liberté. Allons-y très simplement. Donc, je vous ai parlé de ce sens politique qui s'aiguise très tôt, quelle que soit la situation physique et psychique. On sait qui domine, on sait qui est dominé, on sait si on veut favoriser le subordonné ou favoriser le dominant. À 3 ans, on le sait, on prend, on choisit, on décide d'un camp. C'est absolument fondamental d'indexer ça sur l'émotion véritablement. Alors, entrons dans le vif du sujet. Je ne vais pas prendre ce qui s'est passé en 89, je prends un peu avant, en 48, Déclaration universelle des droits humains, article 26. Et la question c'est, qu'est-ce que l'éducation doit favoriser? Une question très intéressante. Alors, voici le texte. L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits humains et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la bip et la bip. À vous de remplir, les amis. Allez-y, remplissez. Bon, allez, je vous aide un peu. Voilà. Allez-y. C'est un exercice vivant. Ce n'est pas un exercice scolaire. Remplissez avec votre cœur, remplissez avec votre pratique, remplissez avec votre vécu. Qu'est-ce que vous mettriez, hein? Ouais. Ah, il y a des bonnes réponses là. C'est plutôt là qu'il y a les bonnes réponses. La tolérance, bravo. L'amour, non, trop connoté. Le A, c'est quoi? Coopération. Ouais, bravo. Et le C? Le? Non, personne ne l'a. Collaboration. 1000 personnes et personne ne l'a. Eh oui, c'est l'empathie, la compréhension, c'est l'empathie. L'empathie, c'est être sensible à ce que l'autre sent, mais c'est aussi un tout petit peu de la sympathie, avoir soin de son bien-être un tout petit peu. Hein. Donc voilà, la compréhension, la tolérance et l'amitié. Alors, nous allons continuer avec une figure qui va nous remettre un peu cette gradation. Je vous la remets un peu, la gradation, parce qu'il s'agit d'une gradation.
La compréhension, le stade minimal. Soyons empathiques les uns envers les autres. Et c'est pas gagné, et vous le savez. Et c'est votre métier. L'empathie est votre métier. Vous avez choisi. En dépit du salaire, en dépit de plein de choses. Vous avez choisi un métier où l'empathie est au centre. Chacun a son histoire de vie. Au dîner d'hier, j'ai pu croiser certains d'entre vous, et à chaque fois c'est différent, mais à chaque fois l'empathie devient centrale. Et ce qui est amusant, et je vous le dis comme une parenthèse malicieuse, il y en a plein qui disent « je ne sais pas pourquoi j'ai choisi ça, je ne pouvais pas faire autrement ». Levez la main ceux qui sont comme ça. Je ne sais pas trop ce que je fous là, mais c'était évident pour moi. Levez la main. Ouais. Bon, il y a les timides dans la salle. Allez, on y va. Grande figure, Sobunfu Somé, qui nous a quittés en 2017, burkinabé, écrivaine et, on va dire, activiste un peu spirituelle. Elle débarque aux États-Unis, elle quitte le Burkina Faso, culture d'Agara, et elle arrive aux États-Unis. Et aux États-Unis, elle se rend compte des valeurs occidentales, de la compétition, l'argent, l'amitié, tout ça, tout ce que je vous ai dit au début. Et elle se dit, j'ai un boulot à faire, je vais essayer d'africaniser un tout petit peu ou de grand remplacer spirituellement un tout petit peu ce qui se passe en Amérique, parce que ça ne va pas. Il y a une denrée fondamentale à l'existence humaine et on ne la retrouve pas aux États-Unis. Alors bien sûr, aux États-Unis, il y a le home sweet home. Mais le home sweet home est individualiste. Le home, le chez-soi, le sentiment d'arriver chez soi, d'être en sécurité, c'est le home du consommateur, coupé du zoon politikon, coupé de l'animal politique. C'est le chacun chez soi, la télévision au centre et une froideur relationnelle. Et ce qu'elle va nous dire, c'est que ce qui manque à l'Occident, et elle va essayer d'importer un peu cette culture d'agara de la communauté aux États-Unis, il manque la validation de la communauté. C'est pas beau cette expression ? Le home dont elle parle, le sentiment d'appartenance, c'est un sentiment d'appartenance absolument essentiel à la communauté. L'aspiration à la communauté, cœur de notre existence humaine. Le home, le chez-soi, n'est pas physique. Il est dans le cœur de ceux qui m'accueillent. Il est dans le cœur de ceux qui m'accompagnent. Le pouvoir d'agir ne se donne pas. Il s'accompagne. Et le devoir de liberté est son objectif premier. Regardez ce qu'elle dit sur la tolérance, notre très cher Sobunfu Somé. Pour l'aspiration à la communauté, voici les questions. Qui peut me voir? Qui peut m'accepter? Pas me tolérer, parce qu'on tolère seulement quand on ne sait pas quoi faire d'autre pour ne pas tuer la personne. Je vous le dis en anglais. You only tolerate when you don't know what else to do to not kill the person. Intéressant. Ouais, on peut voir quelque chose d'intéressant là-dedans. La tolérance n'est pas suffisante. Deuxième mot de notre déclaration des droits humains. Il nous faut l'amitié. Et l'amitié est à la fois le problème de vos métiers et la solution de vos métiers. Quand je faisais des conférences en entreprise, on me disait le bonheur en entreprise, il y a 10 ans, on ne peut pas en parler, le bonheur c'est trop intime. Regardez aujourd'hui, 10 ans plus tard, il n'y a que des confs sur le bonheur, le bonheurisme, le devoir être heureux. Aujourd'hui, si on doit faire des conférences sur l'amitié, on dirait la même chose. On ne peut pas, c'est trop intime. L'amitié a un sens politique éminent. Et c'est peut-être la solution au marasme que vous avez pointé ici et là pendant ces jours. Alors, ce qui est très beau avec Sobunfu, c'est qu'elle définit les actes de la vie difficiles, les crises, les défis, les périodes compliquées comme des initiations. Dès que vous êtes confronté à des problèmes, à des difficultés, eh bien vous êtes en cours d'initiation. La pensée est assez exceptionnelle. Vous avez choisi un métier d'initiateur. Dans ce sens-là précis, ce n'est pas le gourou qui va donner du dogme, c'est celui qui accompagne dans la difficulté parce qu'il s'agit d'une initiation. Et qu'est-ce qu'elle dit, Sobunfu? Elle dit que dans toute initiation, il y a une mort et une renaissance. Votre vieille peau doit mourir et vous faites peau neuve face à la difficulté si vous êtes accompagné. Regardez bien. Alors, au début, je voulais mettre une vraie araignée et j'avais peur que les arachnophobes dans la salle poussent des cris, 6% de la population quand même. Donc, je vous ai mis une petite araignée bien sympathique et je vous en mets d'autres. Point commun, les amis, point commun de ces 4. On voit ceux qui ont passé du temps devant les chaînes avec des animaux.
point commun de ces 4 animaux. Capables de renaissance, suivez le fil. Merci, la mue. Effectivement, prenons la cigale, dont certains venant pas du sud de la France, certains touristes voudraient qu'on les tue pour baisser le volume du bruit, parce que c'est gênant l'été. C'est true story. Tuer un peu des cigales pour réduire un peu le bruit parce qu'on ne peut pas. C'est une sorte de métaphore de l'époque. Mon confort avant tout, et plutôt que de devenir quelqu'un du Sud, parce qu'on peut tous devenir tout, et donc de faire du bruit du cigale l'indice d'un bonheur d'été avec tout ce qui va avec, l'amitié, le pastis ou autre, chacun ses goûts, eh bien on va tuer les cigales. L'exuvie, c'est ça la peau qu'elle laisse derrière. Notre vie est faite d'exuvie. L'enfant mue énormément, parfois tous les 3 jours. À chaque crise, à chaque difficulté, et l'enfant en rencontre tous les jours, il y a une initiation pour l'enfant, comprenez bien. Les mues, ça va très vite. Ce n'est pas simplement le premier jour de l'école. C'est la première maladie. Chaque maladie, d'ailleurs, est une initiation pour l'enfant. C'est la première peur. C'est chaque coucher, parfois. Vous êtes avec des enfants qui muent en permanence et vous accompagnez les premières mues de ces jeunes. Et après, ils devront muer tout seuls ou trouver une communauté pour les initier à leur vie nouvelle. Nous muons, nous changeons de carapace, de vie, d'identité régulièrement. Nous avons besoin d'accompagnants pour ces mues-là. L'être humain ne peut pas s'enlever lui-même son exuvie et ne peut pas former lui-même son cocon. Donc la vie est une suite de mues très denses au début, et puis après les mues, je ne sais pas, la dernière fois que vous avez mué, c'était quand? Je parle d'une vraie mue. Combien vous avez de mues? On ne devrait pas demander l'âge aux gens, on devrait dire t'as mué combien de fois? 142 fois? Ah, t'es plus vieux que moi. T'as 20 ans, j'ai 50 ans, mais t'es vraiment vieux là. On mue en permanence. Vous voyez le sens politique de la vie. On mue, on est en initiation en permanence face aux difficultés de la vie, on a besoin des autres. On a besoin des autres pour muer, pour ne pas avoir peur. Alors, je dois maintenant expliquer un peu le titre du devoir de liberté, qui est pour moi le but du pouvoir d'agir, vous avez bien compris. Je dois avoir du pouvoir d'agir parce que j'ai un devoir, le devoir de liberté. Nicolas Berdyaev, l'expression vient de lui, cet oxymore qui a été pointé, qui pour moi est une très belle chose. Le grand philosophe de la liberté, Nicolas Berdyaev, dissident de Russie, qui débarque en France, qui a, on peut parler d'existentialisme chrétien, voilà, mais surtout très spirituel. Et Berdyaev dit bien, la liberté n'est pas un droit, c'est un devoir. Autant vous dire que c'est ma devise de vie, j'en ai 4-5, en ayant lu pas mal de livres, et j'ai vraiment retiré cette phrase comme une grande devise de vie. Vous pouvez la faire vôtre. La liberté n'est pas un droit, c'est un devoir. Pour tout le monde. Quel que soit son état psychique, quel que soit son état physique, tu as le devoir d'être libre. Parce que quand tu es libre, tu accèdes à une dignité, tu accèdes à une aristocratie de l'esprit. Se chercher toujours plus de devoirs est une attitude aristocratique, dit Nicolas Berdyaev. Réclamer des droits est une attitude commune. L'aristocratie n'est pas une classe, c'est un principe spirituel. Et c'est pour ça qu'en regardant certains clochards célestes, vous accédez à des êtres de lumière, à des êtres d'une dignité incroyable, à des êtres profondément libres et qui libèrent. Voilà, le but, c'est de donner aux enfants et aux futurs citoyens le pouvoir d'agir pour accomplir leur devoir de liberté. Surtout si ce devoir s'annonce difficile. Surtout si ce pouvoir d'agir, surtout si ce pouvoir bute sur une vulnérabilité supérieure au reste de la population. Être à la hauteur de ce devoir de liberté dans l'éducation des citoyens, et bien pour ça, il faut comprendre la mue qui se passe. C'est une mue générationnelle qui concerne l'être humain, une mue anthropologique que la crise du Covid n'a fait qu'accélérer et démocratiser au reste de la population. Vous voici dans la vie, virevoltant d'émotion en émotion, butinant les nectars.
Pour pouvoir avoir cette assurance, vous êtes obligé d'être aidé. Vous ne pouvez pas faire du trapèze tout seul. Vous avez dû être formé, et quand bien même, vous ne pouvez pas faire ça tout seul. Regardez un peu comment ça se passe de virevolter dans la vie. D'abord, il y a un filet pour vous récupérer. Elle est là, la politique. Je peux d'autant plus m'élancer dans des aventures de vie incroyables qu'il y a des gens pour me récupérer si je tombe. Que je sais que quand je prends des risques, je ne joue pas ma vie en tant que telle. Quel filet me soutient? Mais ça ne suffit pas. Regardez, pour faire vraiment du trapèze, il faut que vous ayez des gens proches de vous, au quotidien, qui vous soutiennent, qui vous connaissent, qui connaissent vos réactions, qui peuvent anticiper. Et quand vous êtes dans le vide, leur main est dans la vôtre. Ceux-là, on peut les appeler des intimes. On en a une dizaine dans la vie. Je ne parle pas des amis Facebook ou Instagram. Hein. Non mais que ce soit clair. Ceux-là, ils vous touchent. Ceux-là, ils sont là. Ils sont là. Et d'ailleurs, la phrase commune, quand tout va mal, les amis sont là, les vrais amis se reconnaissent parce qu'ils sont là, c'est exactement dans ce sens-là. Mais ça ne suffit pas à faire une identité et ça ne suffit pas à avoir du pouvoir d'agir. Ça ne suffit pas à accomplir son devoir de liberté. Il nous faut le filet en bas. Il nous faut le filet en bas. Et donc, mon identité forme une sorte d'écosystème identitaire, psychologique, politique. Ce filet de réception, les amis proches, mais pas aussi proches que les intimes, on peut les appeler des complices. Et mes complices et mes intimes forment un égosystème, excusez-moi le néologisme, pour comprendre que l'identité, c'est pas moi-je dans mon home sweet home, coupé du reste de la population. Mon identité est mélangée à l'identité des autres, et donc je ne peux avoir du pouvoir d'agir que dans un égosystème, qu'en étant relié avec les autres. Cette importance du lien est fondamentale. Elle fait la jonction entre la politique et évidemment le psychologique. On parle souvent aujourd'hui, comme une sorte de Graal macroniste, de l'intelligence collective. C'est très bien l'intelligence, c'est mieux que l'intelligence individuelle, on est tous d'accord. Mais elle a deux problèmes. Le premier problème, c'est qu'elle est doxique intellectuellement. Doxa, c'est l'opinion commune, c'est-à-dire les préjugés, les fausses vérités qu'on n'a pas interrogées. Et intellectuellement, l'intelligence collective, eh bien, si vous arrivez à convaincre les autres de bêtises, de choses irrationnelles, ils vont être convaincus. Et ils vont pouvoir être influencés. Vous savez très bien comment ça se passe. Beaucoup d'expériences dans les années 70, dans des collectivités un peu fermées, nous ont montré qu'il y a toujours un gourou qui se profile à l'horizon. Et donc, elle peut être aussi toxique relationnellement, l'intelligence collective. Hein, une forte tête, un gourou, quelqu'un qui arrive à subjuguer les autres par X moyens. Et du coup, ça donne cette métaphore. Vous voyez Lambert, si vous dites oui à toutes mes idées, mon intelligence devient collective. Je vous propose autre chose, quelque chose, encore une fois, que vous pratiquez. Je ne fais que mettre des mots sur des pratiques qui sont les vôtres. Une intelligence connective, l'intelligence du lien. Et cette intelligence, elle n'a pas besoin tellement d'être dans l'intimité, dans la collectivité. Elle peut passer sur les réseaux sociaux. Elle peut arriver dans la virtualité. Elle peut exister dans cette cybermodernité, c'est-à-dire cette modernité ultra connectée. L'intelligence connective, je l'appelle INEX. Comme on parle de IA pour l'intelligence artificielle, l'INEX, c'est l'intelligence, et nexus veut dire en grec le lien, en latin, le lien, l'entrelacement, la jointure. Nexus. Cette intelligence, elle a un avantage énorme, deux avantages même. Elle est créative intellectuellement. On l'a vu par exemple dans Wikipédia. Plutôt que d'avoir des vraies personnes qui se disputent les articles dans une pièce, dans un brainstorming, on a des gens qui ne se connaissent pas, qui ne connaissent pas le CV de l'autre, qui ne connaissent pas l'âge de l'autre, qui ne peuvent projeter aucun préjugé sur les pseudonymes et qui donc discutent dans un vrai souci d'argumentation selon des règles prescrites. Beaucoup plus efficace qu'une encyclopédie réelle avec des professeurs, certainement plus diplômés, mais évidemment avec de l'ego. L'intelligence connective est créative parce qu'elle fait baisser l'ego. Et enfin, l'intelligence connective, elle est récréative relationnellement. Être connecté sans être dans le lien permanent, sans être dans l'ego et la comparaison permanente,
permet quelque chose d'assez récréatif. Si pour vous, ce n'est pas le cas, dites-vous bien que dans les nouvelles générations, ça le sera. Et aujourd'hui, il faudrait évaluer et donner le pouvoir d'agir de l'intelligence connective aux jeunes. Ça veut dire tout simplement passer le bac avec un smartphone. Il est stupide, alors qu'on aura des smartphones toute notre vie dans la main, d'avoir ce mythe de Robinson Crusoe qui va être perdu dans une île déserte et devoir recracher tout le savoir humain à lui tout seul. Si vous avez des problèmes en mathématiques, il faut que vous ayez simplement un ami bon en mathématiques sur votre réseau social. Vous voyez le changement de paradigme. L'intelligence devient connective aujourd'hui. Si vous ne le sentez pas, les nouvelles générations construisent leur identité exactement en ce sens. Je développe cette idée dans mon avant-dernier livre, Le monde est flou, l'avenir des intelligences, où je développe l'idée de l'INEX. Important pour comprendre cette vision politique, de parler aussi psychologie. Et je vais faire une pyramide avec vous qui va être assez parlante. Trois étages de cette pyramide assez simple, pyramide des 3 besoins psychiques fondamentaux. Le feed, qu'est-ce que c'est le feed ? Excusez-moi, je prends une terminologie anglaise parce que vous allez voir, ça fait jeu de mots. Je n'ai pas pu le faire en français, c'est beaucoup moins fort. Mais ce n'est pas par anglophilie démesurée. Le feed, ce n'est pas du tout nourrir l'autre, parce que là, on est dans une pyramide de Maslow où les besoins fondamentaux doivent être remplis. Là, je parle de besoins psychiques. Le feed est un besoin psychique. Le feed, c'est la chanson de l'Auvergnat que chante Georges Brassens. Je sais qu'il y a quelqu'un qui peut me nourrir si je vais mal. Je sais. Ce n'est pas qu'il me nourrit en réalité. Je sais qu'on va veiller sur mes besoins fondamentaux, pas mes besoins, la nourriture, les besoins les plus primaires. Me nourrir, me loger, m'aider dans le sens le plus primordial. Si je n'ai pas cette certitude-là, je vis dans l'inquiétude. Même si j'ai une gamelle le soir pour manger. Ce besoin psychique fondamental de savoir que dans ma survie même, il y a des gens sur qui je peux compter. Je crois que ça peut résonner avec votre pratique. Deuxième étage de cette pyramide des besoins fondamentaux, le need. C'est les besoins un tout petit peu supérieurs. Si ça va mal, si je suis en difficulté dans la vie, si je suis déprimé, j'ai quelqu'un qui pourra me parler. J'ai quelqu'un qui pourra m'aider, m'accompagner, me faire éviter le pire, des pratiques à risque, un passage à l'acte. Donc le need, c'est pas du tout la survie au sens, on va dire, biologique, mais c'est je suis épaulé dans la vie. J'ai mon filet de complice dans la vie. Peut-être que dans la pratique que vous avez, vous veillez bien sûr à cette idée de l'écosystème, que l'individu n'est pas seul. Le travail que vous faites auprès des parents, les beaux témoignages qu'on a eus des parents intéressants qui font avancer la réflexion, nous le montrent. Mais enfin, il y a un 3e niveau. Et celui-là, on l'oublie. Et c'est la nouveauté que j'ai envie de vous montrer, que vous connaissez par cœur. Le seed. Planter sa graine. Se dire que quelque chose va me survivre. Se dire qu'en me mélangeant à l'autre dans l'amitié, un peu de moi va en l'autre, un peu de l'autre va en moi. Et si quelqu'un part dans la tombe, c'est un peu de moi qui part. Mais c'est un peu de lui qui reste. Le seed, dans les âges notamment avancés de la vie, est absolument fondamental. Je travaillais sur le grand âge récemment, et je peux vous dire que des personnes qui sont au crépuscule de leur vie et qui n'ont pas réalisé ce besoin de seed qui peut même s'écrire CIDE, parce que la mort n'est pas loin. Parce qu'on ne peut prendre en compte le seed que si on accepte l'idée de mourir. Qu'est-ce que je laisse au monde qui ne soit pas matériel ? Quel souvenir actif je laisse ? L'amour que j'ai planté va-t-il germer ? Ceux qui n'ont pas ça, ceux qui n'ont pas réalisé le seed, passent de très, très, très vieux jours difficiles, mais surtout une absence de sens dans la vie. Veillons à ces 3 besoins psychiques fondamentaux. Je dois accélérer, on va voyager un peu dans les concepts, parce que le concept français que j'aimerais vous faire trouver maintenant, qui me semble à la base du pouvoir d'agir et du devoir de liberté, il n'est plus à la mode, comme par hasard. Alors ça se dit, pour ceux qui sont arabophones, itar, et on peut le dire en vietnamien, super dur le vietnamien, Nguyen Nhi. Moi, j'ai une validation dans la salle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ces choses-là ? Eh bien, c'est
céder sa place aux autres, on pourrait le traduire par altruisme, mais en fait c'est beaucoup plus puissant que l'altruisme. Dans l'altruisme, je peux avoir mon quant à moi, je peux rester en compétition et je suis altruiste par devoir. Mais le mot abnégation est fondamental. Il est à la base de votre métier. Dans l'abnégation, il y a cette notion de sacrifice héroïque, d'une part de son propre bonheur. Dans l'abnégation, il y a de la noblesse, de la dignité. Quand, dans la langue française, on utilise ce mot, voici le nuage de tag qui arrive. Elle est complète, elle est totale, elle est héroïque et sans partage. Elle est digne, elle est entière, elle est étonnante. L'abnégation, donner à l'autre, c'est ce qui n'est pas valorisé dans nos sociétés mercantiles, dans nos sociétés où tout doit se monnayer par des intermédiaires. Si nous retrouvons le pouvoir de l'abnégation, alors nous sortons du capitalisme. Bon courage à tout le monde pour ce qui va suivre. Et oui, il y a une grande philosophe française, suisse française, vous ne la connaissez pas, pourtant elle a tenu tête à Napoléon, c'était l'ennemi juré de Napoléon. Voilà, Madame de Staël. Et Madame de Staël va nous préciser une chose sur l'abnégation. La bonté, ce n'est pas l'abnégation, hein, la bonté, cette charmante qualité entraîne souvent à l'abnégation totale de soi-même. Et c'est à vos amis de s'occuper de vous lorsque vous vous oubliez, que c'est beau. Excusez-moi, je suis ému par cette idée. Vous avez besoin d'un filet d'amis. Vous avez besoin d'un écosystème parce que sinon vous avez tellement le cœur sur la main que vous donnez tout sans compter. Vos amis sont là pour retenir l'amour qui est en vous, pas pour vous aider à donner de l'amour. Cette notion-là est totalement à l'opposé de tout ce qui est impérial et conquérant. J'en parle dans mon livre 3 minutes pour comprendre, où je fais le portrait de 50 philosophes français, dont des philosophes oubliés, et dont 18 femmes. Enfin, je vais conclure très prochainement. Voilà, nous sommes dans une époque d'Éris, le dieu de la discorde, le dieu de la colère, le dieu du combat, le dieu de la polémique. Ça vous parle, la polémique? Voilà. Nous sommes dans un siècle d'Éris. Et notre devoir, nous qui croyons aux valeurs humaines, nous qui faisons de la liberté non seulement un droit, mais un devoir, nous qui travaillons pour rendre libres les plus vulnérables, notre devoir est d'éviter que ce siècle soit le siècle d'Éris, de la discorde. Notre devoir est de permettre que ce siècle soit le siècle d'Iris, l'arc-en-ciel, la messagère des dieux. Prenons une femme, parce que Hermès, c'est bon. Hein. Le patriarcat, ça suffit. Iris, la déesse de l'arc-en-ciel et des messages divins. La déesse de l'intelligence connective, la connexion dans le ciel. L'acceptation de la diversité, l'acceptation de la coopération. Ces mots vous parlent. Un philosophe a parlé de ça, un philosophe japonais qui aurait eu 100 ans le 25 juin, donc dans une semaine, et qui est mort à 93 ans, Shunsuke Tsurumi, un pacifiste extraordinaire qui a lutté contre la guerre du Vietnam et qui a milité toute sa vie. Il a été formé à Harvard et il se disait historien du temps présent. Et lui, il dit une chose très simple, mes amis, et je vais conclure par ça. Lorsqu'on voit quelque chose comme un arc-en-ciel et qu'on est ému, ce moment est l'éternité. Eh bien, vous êtes capable d'accéder à ces moments-là, ces moments arc-en-ciel, ces moments d'éternité qui viennent fragmenter le quotidien. Le devoir de liberté, ce n'est pas du tout cuit. Le devoir de liberté, ce n'est pas le Touquet. Il ne suffit pas de traverser la rue. Bon courage à tous, merci. Je vous renvoie à un podcast en accès libre, podcast sur toutes les plateformes, sur la voix subtile. Je me suis inspiré avec mon amie vietnamienne dans la salle, Ha Zang. Et je vous dis merci et je suis ouvert pour une petite discussion si on a encore le temps. Je me tourne vers les organisateurs. Nous avons encore 10 minutes, 10 bonnes minutes. Je vérifie le temps. Oui, 10 minutes. 10 minutes. Donc pour des questions dans la salle, moi j'en aurais bien une rapide.
c'est sur la question de la liberté et du devoir de liberté. Est-ce que vous pouvez la définir un peu plus? Parce qu'en fait, la liberté, de quelle manière elle ne se confondrait pas justement avec la liberté des libéraux, c'est-à-dire faire ce que je veux au moment où je veux? Et est-ce que finalement, le principe qui est au fondement du lien social, est-ce qu'il peut se réduire simplement à des logiques, comme vous les avez un peu présentées, d'intersubjectivité? Pour moi, les logiques d'intersubjectivité que je vous ai présentées s'opposent directement, je ne sais plus à qui regarder, voilà, je vous regarde, s'opposent directement, on va dire, au néolibéralisme. Et l'intelligence connective, pour moi, est vraiment la solution à tous nos problèmes. Et d'ailleurs, ce que l'on voit récemment, vous savez que j'interviens parfois dans les débats de société, parfois de façon virulente, la virulence ne vient pas de moi, mais en fait, c'est juste parce que je pointe l'idée que nous sommes des animaux sociaux et que nous avons besoin de liens. Et dès que vous dites le mot lien, dès que vous dites le mot amitié, dès que vous dites le mot coopération, dès que vous dites le mot solidarité, c'est absurde pour certaines personnes. Aider les plus faibles, non, il faut juste leur ménager un bon home sweet home, c'est tout ce qu'on doit faire. Et donc, je plaide pour cet éveil citoyen par l'éducation populaire, y compris sur tous les réseaux, y compris sur TikTok et sur tous les réseaux où les jeunes sont présents. Et d'ailleurs, je suis étonné que très peu d'entre vous documentent leur travail, ne documentent pas leur travail sur TikTok. Enfin, je veux dire, on voit les Ukrainiens, ce qu'ils font avec la guerre en Ukraine. Vous êtes dans un front moins sanglant, mais dans un front social extrême. Je pense qu'il y a des moyens très simples de communiquer cette intelligence connective et de dire « Regardez, dans un monde où la liberté, c'est la liberté des uns contre les autres, dans un monde où le pouvoir est le pouvoir contre les autres et sur les autres, eh bien nous avons décidé d'une autre option philosophique, le pouvoir avec les autres. » Voilà, c'est la réponse que je donne. Si. Des questions dans la salle? Oui. Non? J'avais cru. Allez, lancez-vous. Pas de questions SMS non plus? Moi, je peux prendre Ah, là-haut. Alors, pas vous, des dessins à nous montrer, mais voilà, il y a une petite question d'abord. Bonjour, Jérôme Delfortry, formateur. J'ai été intéressé par votre notion de l'ego. Je vous cherche, vous pouvez faire un signe dans la salle? Ici. Oui, voilà, super, merci. J'ai été intéressé par votre... comment? De loin, je vois des oreilles de chat. D'accord, ouais, voilà. ok, miaou. Votre notion entre les intimes et les complices. J'ai compris que les intimes, c'était les amis très proches. Est-ce que, je vous fais, c'est une question ou proposition, est-ce que les complices pourraient être les travailleurs sociaux? Parce qu'on est en train de se re-questionner sur la distance professionnelle, plutôt revenir sur de la proximité, la juste proximité. Et du coup, est-ce que ce serait un peu dans l'idée que vous aviez? Miaou. Non, évidemment, c'est fondamental. Les complices, c'est la proximité, mais c'est surtout, vous savez, en français, on a peu de mots en fait pour définir ça. C'est surtout l'idée d'être épaulé. C'est surtout l'idée de transpirer ensemble. C'est l'idée aussi de partager de l'expérience en commun. Vous savez qui sont vos complices parce que vous pouvez vous épancher sur vos douleurs et vos misères. Des complices où tout irait bien et vous feriez le beau discours instagrammable de votre vie, ce ne seraient pas des complices. Ce sont des partisans, des courtisans, ce sont des fans, ce sont des supporters, mais pas des complices. Complica, en latin, c'est être dans, les plis de l'autre, être dans la même étoffe de l'autre. Et ça veut dire une chose intéressante, ça veut dire que si l'autre souffre, vous souffrez. Ça veut dire que la douleur de l'autre est votre douleur. Et dans un monde néolibéral, augmenter sa propre douleur parce que vous nouez des liens de complicité, c'est totalement absurde. Le but est de réduire sa douleur en la noyant dans du confort. Mais le pari vaut pourtant la peine d'étendre sa vulnérabilité à la vulnérabilité des autres. Pourquoi ? Parce que bien sûr, quand l'autre souffre, vous souffrez. Mais quand l'autre a du bonheur, ce bonheur devient le vôtre. Ça augmente les possibilités d'amour, d'essor et d'épanouissement. Et donc c'est un pari, un sens politique qu'il faut avoir. Peut-être que vous, qui l'avez fait ce choix, vous devez le garder écrit sur votre frigo
J'ai fait le pari d'étendre ma vulnérabilité à la vulnérabilité des autres parce que j'aurais peut-être plus de souffrance dans la vie, mais j'aurais aussi plus de bonheur. Ce choix d'un bonheur et d'une souffrance qui augmente, c'est le choix d'une intensité de vie. Et vous avez fait le choix d'une vie intense, pas le choix d'une vie heureuse. Et dans un monde où tout le monde doit cavaler derrière le bonheur, dans sa roue de hamster aveugle en croyant parcourir le monde et en ne faisant que du surplace avec des écrans, faire le choix d'une vie intense et pas d'une vie bien heureuse est totalement scandaleux. Vous êtes le scandale de la République néolibérale. Vous devez bien sûr asseoir ce scandale jusqu'à rendre la République amicale, conviviale, fraternelle, solidaire. Vous avez une mission politique, j'espère que je vous ai un peu campé cette dimension. Merci. Merci beaucoup.